Alors l'objectif du TD aujourd'hui, c'est de caractériser cinématiquement une perforatrice. Donc on est dans le chapitre sur les liaisons mécaniques et on va s'intéresser à l'étude de cet objet, ce système. Et on va suivre tout un protocole qui sera valable à chaque fois qu'on veut étudier un système et qu'on veut en faire le schéma cinématique. Donc la première chose à faire, c'est une analyse du système ou du mécanisme qui est le sujet. Donc ici, nous, on a une perforatrice. On verra rapidement comment on s'en sert, même si je pense que c'est quelque chose qui est connu par tout le monde. Ensuite, on va devoir identifier les pièces déformables. Donc on reviendra sur qu'est-ce que c'est une pièce déformable, ou plutôt qu'est-ce que c'est une pièce indéformable dans la modélisation qu'on fait. La troisième chose qui sera à faire, ça sera déterminer les classes d'équivalence. Puis on déterminera les liaisons. Une fois qu'on aura fait ce travail de détermination des liaisons, on pourra réaliser le graphe de ces liaisons. Et ensuite, on finira par le tracé du schéma cinématique. Donc on va commencer avec la perforatrice. Donc c'est un système qui est assez simple. Comment il marche, on va exercer une force sur la anse. Ici, la plupart du temps, une force verticale. Et en exerçant cette force verticale, on va pouvoir réaliser une force sur le poinçon, qui est ici identifié par la pièce numéro 6, qui va lui-même faire un mouvement vertical et venir percer la feuille ou le bout de papier qui est enclenché ici dans la perforatrice. Donc un fonctionnement assez simple. Donc dans notre étude, la première chose qu'on va devoir faire, c'est identifier les pièces déformables. Donc pièces déformables sont les ressorts, les courroies et d'autres systèmes qui vont avoir une déformation et qui sera une déformation utile pour notre système. Mais c'est un modèle qu'on utilise en réalité dans la mécanique. Si on ne fait pas une modélisation, mais si on regarde réellement la mécanique, toutes les pièces vont se déformer. Toutes les pièces, sous l'effet de la chaleur ou sous l'effet d'une force, vont avoir une déformation. Mais cette déformation, la plupart du temps, n'est pas très importante. Et surtout, elle ne joue pas un rôle mécanique ou important. Ou alors, elle n'est pas utile dans le système. Donc nous, on va faire, dans toutes nos études, là, on va faire l'hypothèse que nos pièces, nos solides, sont indéformables. Donc ici, toutes les pièces sont indéformables, à part celles qui mécaniquement sont faites pour être déformables. Et je reviens du coup aux exemples qu'on aura beaucoup, ce sont les ressorts, et on peut aussi avoir quelquefois des courroies. Mais du coup, c'est bien une hypothèse. Dans la réalité, les pièces, les solides, se déforment, mais pas assez pour que nous, dans notre étude, on le prenne en compte. Il y a d'autres études où on le prend en compte, notamment quand on va faire l'étude de l'élasticité ou des comportements des matériaux, mais nous, ici, ça ne nous intéresse pas dans le chapitre de cinématique. Donc on va prendre un solide et on va dire que tous les points de ce solide ont le même mouvement au cours du temps. Donc ici, pour prendre notre exemple, dans la perforatrice, on a un ressort qui est identifié par le numéro 8, et du coup, ça, c'est une pièce qui, elle, est déformable, parce que c'est même sa fonction de se déformer. Donc on va la sortir de l'étude de cinématique. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, ça veut dire que dans les fonctions, dans ce qu'on veut faire aujourd'hui en cinématique, le ressort ne joue pas. Donc, troisième chose à faire, on va déterminer les classes d'équivalence. Qu'est-ce que c'est une classe d'équivalence? Donc si on revient dans le cours, une classe d'équivalence, c'est un groupe de pièces qui n'ont aucun mouvement relatif entre elles. Donc c'est vraiment, quand on va utiliser l'objet, il y a des pièces qui vont se mouvoir les unes par rapport aux autres, et il y en a d'autres qui ne vont avoir aucun mouvement. Donc, si elles n'ont pas de mouvement, elles forment une classe d'équivalence. Donc il peut en avoir de multiples, des classes d'équivalence. On va voir ça sur la perforatrice tout de suite. Donc on a trois classes d'équivalence. Ici, on a une première classe d'équivalence qui est formée de la anse, ici, de la pièce numéro, donc indexée numéro 1, puis la pièce numéro 2, et ici la pièce numéro 3, qui, elles, ne bougent pas. Quand on va exercer une pression sur la anse, par exemple, ne vont pas bouger les unes par rapport aux autres. Donc elles forment une classe d'équivalence. Pourquoi on commence par celle-là? Par principe, on va dire que la classe d'équivalence qui est qui a la lettre A, elle commence toujours avec la pièce qui est numérotée 1. Et on y associe
après celles qui n'ont pas de mouvement relatif. Puis on va chercher dans la classe B celles qui nous manquent, en commençant par la 4, si on a les 3 premières ici. Donc on a 1, 2, 3, c'est la pièce qui nous manque, c'est la 4, on va la mettre dans la classe B, et ainsi de suite. Si vous ne le faites pas, c'est pas grave. Il vaut mieux bien identifier les classes d'équivalence, c'est-à-dire les matériaux, les pièces qui ne bougent pas entre elles, plutôt que de faire trop attention à essayer de bien les classer, c'est-à-dire à bien les ordonner A, B, C, et de faire une erreur dans l'identification des pièces. Mais ici, nous, on a 3 classes d'équivalence, donc on a les pièces 1, 2, 3 qui forment une première classe, on a les pièces 4, donc ici le corps 5, 9 et 10, donc ça forme le corps de la perforatrice, c'est une deuxième classe d'équivalence, et après on a le pinçon ici avec le clip qui forme la dernière classe d'équivalence. Et on se rend compte que la pièce numéro 8 n'apparaît pas dans les classes d'équivalence, ce qui est normal parce que juste avant, je répète qu'on a fait l'hypothèse que c'était une pièce déformable. Donc on a 3 classes d'équivalence, A, B et C. Maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est déterminer les liaisons. Pour déterminer les liaisons, on fait toujours le même procédé. On va regarder les surfaces de contact, puis les degrés de liberté. On va identifier la liaison grâce au tableau. Donc le tableau comme vous pouvez avoir dans le cours, celui-là. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir passer à la représentation. Donc nous, dans la détermination des liaisons, on va s'intéresser aux liaisons entre chacune des classes d'équivalence. Donc on va commencer par la liaison entre A et B. Cette liaison entre cette classe ici et là. Ce qu'on voit, c'est qu'on a un contact ici qui est surfacique. On a un deuxième contact surfacique qui est plan sur plan. Et même en termes de mouvement, alors les mouvements de translation, on imagine bien que la pièce A ne peut pas bouger, parce qu'elle est encastrée ici. On ne peut pas bouger par rapport à la B, ni en X, ni en Z, et pas dans la profondeur, donc pas en Y. Elle n'a pas de mouvement de translation possible. En rotation, elle ne peut pas tourner autour de l'axe X, donc elle peut pas tourner comme ça. Par contre, elle peut tourner, quand on abaisse la hanche, le mouvement qu'elle fait, c'est bien ça. On a un mouvement autour de l'axe Y, et on n'a pas de mouvement de rotation autour de l'axe Z. La classe d'équivalence rouge, là, la A, ne peut pas tourner sur elle-même, en gros. Donc on a un seul degré de liberté qui est une rotation, et si je fais une identification, encore une fois, grâce à mon tableau, je vois que quand j'ai une liaison 1 de degré de liberté, et que ce degré de liberté est une rotation, j'ai une liaison pivot, et on se rappelle bien qu'on va devoir utiliser les représentations qui sont ici. Bon, on va les garder en tête pour la prochaine phase de notre étude. Ensuite, on va passer entre la liaison A et entre les classes d'équivalence A et C. On a ici, on voit qu'on a un contact qui est une sphère sur un plan, donc on a un contact ponctuel, et ce contact ponctuel, il va nous donner 5 degrés de liberté. 2 degrés de liberté en translation, donc suivant l'axe des X et suivant l'axe des Z, donc dans la profondeur ici. Et par contre, on n'a pas le degré de liberté en Z, parce que sinon, ça voudrait dire qu'on n'a plus de contact entre la pièce numérotée 6 et la pièce numérotée 2 ici. Si on fait un mouvement, si cette pièce fait un mouvement vertical, on va se priver du contact, et donc qui dit changer la nature du contact dit ne pas avoir de degré de liberté. Et en termes de rotation, on a les 3 rotations selon les 3 X ici avec notre liaison ponctuelle. On va toujours garder la liaison ponctuelle, même si la pièce tourne sur elle-même, si elle tourne par rapport à l'axe des Z, ou si elle tourne par rapport à l'axe des X. Donc on a 2 translations, 3 rotations. Si on va dans notre tableau, encore une fois, on a 5 degrés de liberté, 2 translations, 3 rotations. On est dans une liaison qui est ponctuelle. Dernière liaison, entre B et C, on a donc entre B et C, on a un contact qui est cylindre dans cylindre. On a une translation qui est possible selon l'axe des Z. On a une rotation qui est possible aussi par rapport à l'axe des Z. Tous les autres degrés de liberté ne sont pas présents. Et du coup, si on va dans notre tableau, on a le choix quand on a une translation et une rotation. On a un choix entre la liaison hélicoïdale et la liaison pivot-glissant. Donc là, ce qu'on sait, c'est que il n'y a pas de vis, en fait, il n'y a pas de pas de vis. Les 2 degrés ne sont pas liés ici. Donc ça, c'est pas une vis, hein, c'est bien le ressort.
Donc on n'est pas dans la présence d'une liaison hélicoïdale, mais plutôt d'un pivot glissant entre B et C. Ici, on voit qu'il y a 3 classes d'équivalence et 3 liaisons. Il pourrait très bien avoir 3 classes d'équivalence et 2 liaisons, ou 3 classes d'équivalence et 4 liaisons. Il n'y a pas forcément le même nombre de liaisons que de classes d'équivalence. On verra dans d'autres exemples, dans d'autres TD. Une fois qu'on a fait ça, il nous reste à faire le graphe des liaisons. Donc on va faire des cercles en numérotant, en indexant chacune des classes d'équivalence, donc la A, la B et la C, et on va, à chaque fois qu'il y a une liaison entre les deux classes d'équivalence, tracer un trait et nommer la liaison qui est entre les deux. Donc entre A et B, ici on a bien notre pivot, entre B et C on a notre pivot glissant, ici, et entre la A et la C on a notre liaison ponctuelle. Très bien, maintenant on va devoir représenter toutes ces liaisons. On va devoir faire des schémas cinématiques. Donc ici on a la solution, mais si on revient un peu plus haut, on va voir pourquoi on fait ce tracé là. On a les axes ici. On va se poser la question en fonction des axes, donc pour les garder toujours fixes, les axes, quelle représentation on doit utiliser. On va voir dans notre tableau, encore une fois celui que vous avez dans la leçon, et on se rend compte que nous déjà ce qu'on veut faire en premier temps c'est une représentation en 2 dimensions. Donc on est dans cette colonne-là de représentation, et qu'ensuite on a une liaison ponctuelle, qui est ici. D'accord, nous on a une ponctuelle, donc on a une sphère sur plan, donc on va utiliser plutôt celle-là. On a une liaison pivot glissant, qui est ici, donc on utilisera soit cette représentation, soit celle-là. Et une liaison pivot. Avec ça, on va se poser la question, comment on peut agencer les liaisons pour pouvoir faire un dessin qui a du sens. Ici, on a notre liaison pivot qu'on voit de côté. Donc sa représentation, c'est pas la représentation de face qu'on va utiliser, mais plutôt la représentation de côté, celle ici. On a une liaison ponctuelle. Donc la liaison ponctuelle, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, elle est ici. Et ensuite, on a là notre pivot glissant. Et cette fois, on le voit de face, le pivot glissant, parce que son axe, il est vertical. Ici. Donc ce qu'on va utiliser, c'est la représentation de face. Là. Une fois qu'on a placé les 3 liaisons, on va pouvoir faire respecter à peu près la forme de notre pièce, de notre système, et relier les différentes liaisons. Donc ici on a fait le choix de faire cette représentation là. La plupart du temps, quand on fait un schéma cinématique, on ne le fait pas sur une vue de la pièce, mais plutôt sur fond blanc, et ça nous donne un dessin comme ça. On pourrait très bien aussi faire une représentation cinématique en 3D, et dans ce cas-là, ce qu'on devra utiliser, c'est les représentations qu'on a ici avec les représentations en perspective. Donc on utilisera ici pour celle-ci pour la liaison ponctuelle, on utilisera une pivot glissant qui est ici, et une pivot. Donc voilà pour le TD perforatrice.